C'est un plaisir de vous retrouver pour ce point de l'actualité sur Eden TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue, merci. Les titres de cette édition. Jeux olympiques Rio 2016, le Bénin entre en lice ce mercredi avec le judoka Celtus Dosuyovo et le sabreur Yemi Apiti. À suivre à ce propos l'analyse de certains journalistes reporters sportifs sur les chances de médaille du Bénin. Comment certains acteurs du système éducatif béninois et de la société civile expliquent-ils les faibles taux de réussite enregistrés cette année aux examens de fin d'année, en l'occurrence le CEP et le BEPC? Vous suivrez les avis de certains acteurs dans une analyse de Mori Agua. Et puis en interactualité, Madagascar opte pour les sachets biodégradables à base de matières végétales pour réduire les ennuis écologiques liés à l'utilisation des matières plastiques. Images et sons à retrouver en page inter de ce journal. Merci d'être au rendez-vous. Les détails dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Jeux olympiques Rio 2016, deux Béninois entrent en compétition ce mercredi. Il s'agit de Celtus Dosuyovo et de Yemi Apiti. Le premier, le judoka, va disputer un combat des 16e de finale face au Portugais Célio Diaz. Quant au pratiquant de l'escrime, il aura comme adversaire l'Allemand en masse Amtung en 16e de finale de l'épreuve de sabre individuel. À part ces deux sportifs, 4 autres Béninois disputent les JO 2016. Quelle chance de médaille pour le Bénin? Écoutez les réponses de quelques reporters sportifs dans cet élément de Judical Polika Païdinou. Le Bénin peut-il remporter une médaille aux Jeux olympiques de 2016? Ni Noélie Yarigo, ni Yemi Apiti, ni Celtus Dosuyovo, 3 des 6 sportifs qui représentent le pays à Rio, ne devraient décrocher la moindre breloque. C'est l'avis de certains journalistes sportifs béninois. À vrai dire, le Bénin n'a aucune chance selon moi. Quand je prends simplement celle-là qui est plus connue en athlétisme, Noélie Yarigo, et elle est la seule qui soit la plus en vue dans ce lot de 6 athlètes. Et je dis simplement que leurs chances sont vraiment minimes. Je dis la préparation des athlètes béninois, ça a toujours un petit problème. Et je dis quand on va aux Jeux olympiques, à ces compétitions internationales, il faudrait se préparer plus que ce que nous avons eu ici au Bénin. À brûle pour point, je dirais que le Bénin n'a aucune chance de gagner une médaille. Il ne faut pas se leurrer pour le moment aux Jeux olympiques. Et Apiti, au JO, il ne se met aucune pression. Il n'y va pas pour gagner de médailles nécessairement. Parlant de Nori Arigo, elle s'est entraînée au Kenya récemment avec Enis Soussoum. Enis Soussoum qui est l'une des grandes figures donc, du 800 mètres au plan mondial. Mais cela ne suffit pas pour qu'elle gagne une médaille aux Jeux olympiques puisque au dernier championnat d'Afrique d'athlétisme à Durban en Afrique du Sud. Elle n'est pas allée au podium, elle n'est pas sur le podium. En ce qui concerne Celtus Dosuyovo, qui est le judoka, il pourrait créer une grande surprise en gagnant peut-être une médaille de bronze, mais rien n'est encore acquis pour le moment puisque tout dépendra de son inspiration de jour, de sa forme du jour pendant qu'il est en compétition. De façon globale, sur les 6, on n'a aucune médaille assurée, soyons sincères. Mais nous sommes en sport où la providence ou la chance joue ou bien a une grosse part donc, dans les performances des athlètes. Mais une médaille, je doute très fort parce que Rio, ce n'est pas pour les petites nations comme le Bénin. Pour voir le Bénin obtenir sa première médaille olympique, il faudra attendre encore plusieurs années. Le temps pour le pays de mettre en branle une véritable politique de développement de son sport. Si l'actuel pouvoir, je veux parler du régime de talent, veut du résultat en sport, il faut commencer dès à présent. Déjà négocier avec Sébastien Diavon, par exemple, qui ait rouvrir son centre de CIFAS. Et qu'on aille à une pluridisciplinarité, qu'il n'y ait plus que football, qu'il y ait des centres de formation en athlétisme, des centres de formation en handball, en basket, et volleyball, ainsi de suite. Les arts martiaux également, le karaté, le judo, le taekwondo, qu'on ait de bons formateurs pour négocier avec les nations asiatiques qui sont patronnes donc, de ces arts martiaux pour venir former les entraîneurs et les pratiquants. Sans quoi,
on peut aller 100 000 fois aux Jeux Olympiques, on n'aura jamais une médaille. Ça va dépendre de la politique du sport, c'est ce que nous chantons tous les jours. La politique du sport, ça dépend du gouvernement qui est en place. Et donc, c'est la politique du sport national qui doit être revue. Une politique qui doit venir du gouvernement, le gouvernement qui doit l'imposer maintenant à chaque fédération et lui dire voilà ce que nous voulons faire avec une échéance qu'ils vont donner, que le gouvernement donnera à ses dirigeants de fédération. Et peut-être qu'à ce prix, le Bénin pourra traduire son rêve de médaille olympique en réalité. On ne perdra quand même pas tout espoir. On va souhaiter bonne chance aux athlètes béninois aux Jeux Olympiques Rio 2016. Cette année académique 2015-2016 s'est achevée avec de faibles taux de réussite aux examens nationaux et notamment au CEP, au certificat d'études primaires et au brevet d'études du premier cycle BEPC. Comment certains acteurs du système éducatif béninois et de la société civile apprécient-ils cette situation d'échec observée après la proclamation des résultats? Suivez les réponses à travers ce reportage de Mouri Agua, Cyril Agbo. 39,26% et 16% sont respectivement les taux de réussite obtenus au certificat d'études primaires session 2016 et au brevet d'études du premier cycle au Bénin. Plus de 80% des candidats recalés au CEP et plus de 80% au BPC malgré l'absence des grèves. Comment peut-on expliquer de tels résultats? Bernardin Tavi, directeur du Collège d'enseignement général Saint-Irita. Le parent aujourd'hui est hyper occupé. Il n'a plus de temps pour ses enfants à la maison. L'école béninoise a des problèmes. Et c'est par là qu'il faut commencer à voir. C'est lointain au niveau des parents. Je prends les enseignants. L'aspect pédagogique. Quelle qualité d'enseignant, pour quelle qualité d'enseignement. Pour ce directeur, les plaintes de ces mauvais résultats ont d'autres causes. La gratuité décrétée, l'État ne parvient pas à assurer cette gratuité comme cela se doit. Et cela agit énormément sur les résultats, sur les prestations de l'école béninoise. Mais quelle lecture peut-on faire de ces taux d'échec élevés aux examens en tant qu'enseignant-chercheur au département de physique à l'université d'Abomey-Calavi, Aristide Akpo? Le programme APC est quand même aussi un problème qu'il faut s'asseoir et voir si on peut effectivement l'appliquer dans toutes les disciplines comme ça se fait actuellement. Les parents n'arrivent plus à aider leurs enfants. Les documents, on ne les retrouve plus. La production de nos collègues de l'enseignement secondaire est insuffisante. Pour le syndicaliste Dieudonné Lokossou, ces forts taux d'échec sont les conséquences des reversements dans la fonction publique. Les reversements qu'on a faits, il y a des cuisiniers, il y a des coiffeurs, il y a toutes sortes de choses là, d'enseignants. Alors donc, on doit revoir complètement cette affaire-là. On doit former des gens bien parce qu'on ne peut pas parler d'excellence et au même moment, on forme des cadres navets, des médiocres. Si les faiblesses du système éducatif béninois sont connues, que préconisent ces personnes pour l'amélioration des résultats aux examens nationaux? Le système éducatif est un tout qu'il faut analyser depuis le cours primaire jusqu'à l'université. Il y a des problèmes à tous les échelons. Il faut que nous nous asseyions pour réfléchir et trouver des solutions. On en est capable. Maintenant qu'un gouvernement nous a donné le plein pouvoir, où le système éducatif est géré désormais par des inspecteurs, par les professionnels de la profession, c'est le moment à jamais que nous puissions soigner notre système éducatif afin que le Dahomey quartier latin de l'Afrique revienne. Il va falloir repenser complètement le système et, au besoin, recycler les gens. Espérons donc que ces propositions soient prises en compte afin que notre système éducatif sorte de la léthargie et que vive le quartier latin de l'Afrique.
Allons maintenant à la découverte de ces dames écailleuses de poissons frais dans le marché de la ville de Cotonou. Il suffit de payer des poissons et elles sont prêtes à les rendre consommables en y enlevant écailles et autres déchets. En le faisant, elles facilitent la tâche aux femmes ménagères dans la préparation culinaire. Antoinette Sagbo, Cyril Agbo nous amène au marché Saint-Michel de Cotonou pour la découverte de ces dames. Suivez ce reportage. Gratter un poisson cru afin de lui ôter ses écailles est une manœuvre difficile pour certaines femmes. Pour pallier cette situation, celles-ci ont trouvé une alternative: faire recours aux écailleuses de poissons. Ici, au marché de Saint-Michel de Cotonou, une catégorie de femmes spécialisées dans cette activité offre son savoir-faire aux personnes qui sont dans le besoin. Moi, je suis écailleuse à Saint-Michel. J'enlève les écailles de différents poissons tels que le mérou, les mulets, les silures blancs et noirs, les carpes, les capitaines. Cette activité, nous l'exerçons car toutes les femmes ne savent pas le faire. Bien qu'ayant les mêmes fins, la sollicitation des services de ces dames a des motivations qui varient d'une cliente à une autre. Moi-même à la maison, je ne peux pas, je ne sais pas faire. Ça va me blesser. Vous voyez, parce que ce n'est pas mon domaine. Si c'était arranger le poulet, enlever les plumes du poulet là, ou bien le cabri, si je vais au marché maintenant, j'achète la viande, arrivé à la maison, je peux couper. Je sais faire. Après l'avoir acheté, je remets ça aux bonnes dames pour pouvoir m'enlever les écailles, puisque je ne peux pas le faire moi-même à la maison, parce que je n'ai pas appris à le faire. Une prestation appréciée par la plupart des clientes. Après le travail, je suis très satisfaite, parce qu'arriver à la maison, il n'y a plus tellement de problèmes. Vous lavez correctement comme il le faut et vous préparez la sauce. C'est pourquoi je préfère leur remettre cela. Malgré les bénéfices que procure à ces écailleuses de poissons cette activité, ce travail n'est pas sans conséquences. Quand nous finissons de travailler, nous avons les douleurs, la fatigue et nous prenons des médicaments pour nous soulager. Et quand les nageoires nous blessent, nous allons à l'hôpital pour recevoir des soins. L'écaillage de poissons ne répond pas seulement aux besoins de la clientèle, mais est une activité génératrice de revenus. Améliorer les conditions de travail de ces écailleuses de poissons, surtout celles liées à l'assainissement de leur lieu de travail, pourrait être un atout pour accroître le développement économique du pays. Info du Bénin, des rats géants sont formés en Tanzanie pour détecter des mines explosives. Ils participent à la dernière phase de leur entraînement avant d'être envoyés au Mozambique, en Angola et aussi au Cambodge, pays dans lesquels leur employeur a déjà neutralisé plus de 80 000 mines antipersonnelles. L'entreprise a déjà remporté des appels d'offres pour le déminage de certaines zones meurtries par la guerre. Reportage. John Stewart et Stephen Hawking ne cherchent pas de la nourriture. Leur mission, détecter l'odeur d'explosifs. Ces rats géants suivent une formation à Morogoro, en Tanzanie, pour détecter les mines antipersonnelles. Dans ces boîtes, nous avons enterré des mines antipersonnelles. Les rats doivent passer dessus, renifler, et quand ils sentent l'odeur de TNT sur le champ de mine, ils doivent gratter et le coordinateur de l'entraînement doit cliquer puis donner une récompense. Chaque année, les mines antipersonnelles tuent 15 à 20 000 personnes dans le monde, majoritairement des enfants. Une fois leur entraînement terminé, les rats seront envoyés au Mozambique, en Angola et au Cambodge. Grâce à ces nouveaux démineurs, l'ONG belge Apopo a déjà neutralisé plus de 83 000 mines. En termes d'opération sur les champs de mines, les rats ne pèsent rien. Ils pèsent beaucoup moins que ce qui est nécessaire pour faire détonner une mine directe. Donc vous pouvez les utiliser pour tous les types de mines sans aucun problème. Dans un laboratoire voisin, Violette et Oprah passent de tube en tube pour renifler la tuberculose. Les employés d'Apopo sont aussi utilisés pour diagnostiquer cette maladie qui tue chaque année plus d'1 million de personnes. Nous détectons en moyenne 40% de patients testés positifs de plus que les hôpitaux. Donc nous repérons plus de malades à temps. Je pense que nous avons déjà sauvé plus de 10 000 personnes. Le labo les avait testés négatifs, donc sans nous, ils auraient été renvoyés chez eux et ils auraient contaminé d'autres personnes.
Un rat peut à lui seul passer en revue 100 échantillons en 20 minutes au lieu de 4 jours pour un laborantin. L'ONG belge Apopo ne compte pas en rester là. Suite à leur réussite pour les mines antipersonnelles et la tuberculose, la prochaine étape pourrait être la détection du cancer. Madagascar, les sachets d'une épaisseur de 50 micros sont plus utilisés dans le pays depuis le 1er octobre 2015. Conséquence, pour répondre aux besoins de la population, une entreprise malgache importe de la pellicule de manioc pour produire des sacs biodégradables. À première vue, cela ressemble à un sac plastique ordinaire, mais il est fabriqué à partir de manioc et ne contient pas de polyéthylène. Selon ses constructeurs, ce sac n'aurait besoin que de 3 à 6 mois pour se décomposer, contre une centaine d'années pour la version plastique. C'est vrai que ces sachets en fécule de manioc sont plus chers à l'achat par rapport aux sachets plastiques, mais leur utilisation permet la protection de l'environnement. Un paquet de 50 de ces sachets coûte environ 7 €. Les sacs en plastique normaux sont presque 5 fois moins chers. Mais le gouvernement malgache a en partie interdit leur vente depuis le 1er octobre face aux dégâts environnementaux. Canalisation bouchée, dégradation des paysages, menace de certains écosystèmes. Avec cette interdiction, le nombre de commandes de sacs en fécule de manioc a augmenté auprès du fabricant, une entreprise malgache. Pour le moment, Cassiplas s'est basé sur Madagascar et le marché local. Mais d'ici peu, on va exporter vers l'île Maurice, vers l'Afrique du Sud et beaucoup de pays dans l'Afrique qui n'utilisent plus les sachets en plastique. Il y a aussi les marchés en Asie, puisque ça commence aussi en Asie, l'interdiction des sachets en plastique. Pour son activité, l'entreprise doit importer la fécule de manioc qui n'est pas produite à Madagascar. L'année dernière, elle affirme avoir fabriqué 40 tonnes de ces sacs. Elle espère multiplier sa production pour atteindre les 360 tonnes en 2016 et voir son invention traverser les océans. Bangladesh, un petit de 4 ans atteint d'une mystérieuse maladie qui lui donne l'apparence d'un vieil homme a été admis dans un hôpital de Dakar pour des tests, ont annoncé les médecins de sa famille. Plus de précisions dans ce sujet. Baezid Chikdar, âgé de 4 ans et issu d'une famille modeste d'agriculteurs, a été admis à l'hôpital universitaire de Dakar pour une étrange maladie. Le jeune garçon ressemble à un vieillard. Les médecins de l'hôpital ont accepté d'essayer de diagnostiquer la maladie de l'enfant et de le soigner gratuitement. Baezid est né avec un excès de la peau qui prend des parties de ses membres et de son visage, ce qui lui donne l'apparence d'une personne âgée. Mais il souffre également de problèmes cardiaques, d'audition et de vue liés à cette maladie. Un ensemble de mots qui a conduit les parents de l'enfant à rencontrer plusieurs médecins sans jamais savoir de quoi il souffre réellement, a confié son père. Cependant, certains médecins rencontrés par la famille avaient évoqué un probable cas de progéria, une maladie qui provoque un vieillissement prématuré peu de temps après la naissance. Mais les médecins de Dakar se sont montrés prudents, estimant que des tests supplémentaires étaient nécessaires. Selon l'équipe médicale, la maladie du garçon pourrait aussi être due à la consanguinité, les mariages entre les membres d'une même famille étant fréquents dans la région rurale de Bangladesh. Et avant de boucler ce journal, la prison de Punta de Rieles, dans la capitale uruguayenne, défie le système carcéral traditionnel. Les détenus ils circulent librement pendant la journée et sont même encouragés à monter leur propre petite entreprise. Les rythmes africains de la musique candombe sont un classique de la rue en Uruguay, mais il est bien plus rare de les entendre en prison. Car Punta de Rieles n'est pas une prison comme les autres. Ici, les détenus passent peu de temps derrière les barreaux. À la place, ils travaillent et sont encouragés à développer leur propre entreprise et leur créativité. Pour moi, cette prison, c'est ce qu'il y a de plus proche du monde réel. Dans toutes les prisons, il y a des barreaux, des cadenas, des policiers, des couteaux, des morts, beaucoup d'agressions. C'est ce que tu vois partout ailleurs. Mais maintenant, je suis ici et je me sens comme dans un quartier privé, comme si j'étais dans la rue. C'est comme être dehors. Tu es privé de ta liberté, mais on te donne la possibilité de montrer que tu ne veux pas ressortir comme un criminel.
Malgré les murs et les miradors, tout est fait pour ressembler le plus possible au monde extérieur. Les détenus sont traités comme des entrepreneurs plutôt que comme des criminels et l'argent gagné peut être envoyé à leur famille ou transformé en coupons utilisables en prison. Nous croyons que les gens sont façonnés par les circonstances. C'est une chose à laquelle nous croyons fermement. Par conséquent, si les circonstances changent, les gens devraient changer aussi. Il s'agit pourtant bien d'une prison. Les incidents violents sont fréquents et récemment, un détenu s'est évadé avant d'être rattrapé. Mais pour cet ancien chef de gang, Punta de Rieles a été l'occasion d'une nouvelle chance. Une fois libéré, il a fondé avec son cousin une boulangerie à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. C'est ici que j'ai vu des opportunités. Je sais qu'une entreprise comme celle-là, je n'aurais pas pu la créer dehors. Avec entre ses murs environ 7% de la population carcérale d'Uruguay, Punta de Rieles fait figure de prototype dans un pays qui cherche à réformer son système de prison. En 2009, un rapport de l'ONU avait qualifié ce dernier d'épouvantable en relevant de nombreuses atteintes aux droits de l'homme. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous. Au revoir et à demain.